Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Critique de la raison pure par Emmanuel Kant lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Troisième paralogisme. Paralogisme de la personnalité, ce qui possède une conscience de l'identité numérique de soi-même en différents temps est, comme tel, une personne. Or, l'âme, etc. Donc, elle est une personne. Critique du troisième paralogisme de la psychologie transcendantale, si je veux connaître par expérience l'identité numérique d'un objet extérieur, je vais observer ce qui est permanent dans ce phénomène, permanent auquel, en tant qu'il constitue le sujet, tout le reste se rapporte, comme détermination. Ainsi vais-je remarquer l'identité de ce sujet dans le temps où tout le reste change. Or, je suis un objet du sens interne, et tout le temps est simplement la forme du sens interne. Par conséquent, je rapporte l'une après l'autre toutes mes déterminations successives au moi qui est numériquement identique dans tout temps, c'est-à-dire dans la forme de l'intuition interne de moi-même. Dans ces conditions, la personnalité de l'âme ne devrait jamais être entendue comme la conclusion d'un raisonnement, mais il faudrait la considérer comme une proposition parfaitement identique de la conscience de soi dans le temps, raison pour laquelle cette proposition est valide a priori. En effet, elle ne dit rien de plus que ceci. Dans tout le temps où j'ai conscience de moi-même, j'ai conscience de ce temps comme appartenant à l'unité de mon moi. Ce qui revient à dire que tout ce temps est en moi comme dans une unité individuelle, ou bien que je me trouve dans tout ce temps avec une identité numérique. L'identité personnelle se peut donc rencontrer, de façon inévitable, dans ma propre conscience. Si toutefois je me considère du point de vue d'un autre, en tant que je serai alors l'objet de son intuition extérieure, cet observateur extérieur est le premier qui m'examine, moi, dans le temps. Car, dans la perception, le temps n'est proprement représenté qu'en moi. Donc, à partir du moi qui, de tout temps, accompagne toutes les représentations dans ma conscience, et cela avec une parfaite identité, il n'en conclura pourtant pas encore, bien qu'il admette ce moi, à la permanence objective de moi-même. Étant donné, en effet, que le temps dans lequel l'observateur me place n'est pas celui qui se trouve dans ma propre sensibilité, mais celui qui se trouve dans la sienne, l'identité qui est associée nécessairement à ma conscience ne l'est pas pour autant à la sienne, c'est-à-dire à l'intuition extérieure qu'il a de mon sujet. L'identité de la conscience que j'ai de moi-même en différents temps n'est donc une condition formelle de mes pensées et de leur enchaînement cohérent, mais elle ne prouve nullement l'identité numérique de mon sujet, en lequel, en dépit de l'unité logique du moi, peut fort bien être survenu un changement tel qu'il ne permet pas d'en préserver l'identité, quand bien même il permettrait de continuer néanmoins toujours à lui attribuer un moi de même nom qui pourrait, dans chaque état nouveau, même en cas de bouleversement survenant dans le sujet, conserver cependant toujours la pensée du sujet précédent et ainsi la transmettre également au sujet suivant, bien que la proposition de quelques écoles anciennes selon laquelle, dans le monde, tout s'écoule et rien ne demeure stable ne soit plus recevable dès lors que l'on admet des substances, elle n'est pourtant pas réfutée par l'unité de la conscience de soi. Car nous ne pouvons pas nous-mêmes, à partir de notre conscience, juger si, en tant qu'âme, nous sommes permanents ou non, puisque nous ne mettons au compte de notre moi identique que ceux dont nous sommes conscients, et qu'ainsi assurément nous sommes nécessairement conduits à juger que nous demeurons les mêmes dans tout le temps dont nous avons conscience. En adoptant le point de vue d'un autre, nous ne pouvons toutefois déclarer valide le jugement ainsi porté, dans la mesure où, ne trouvant dans l'âme nul autre phénomène permanent que la représentation « je », telle qu'elle accompagne et relie toutes les autres, nous ne pouvons jamais établir de façon décisive si ce « je », simple pensée, ne s'écoule pas tout autant que les autres pensées qu'il sert à enchaîner les unes aux autres. Cela dit, il est remarquable que la personnalité est ce qu'elle présuppose, la permanence, par conséquent la substantialité de l'âme, doivent maintenant commencer par être démontrées. Si, en effet, nous pouvions le présupposer, sans doute n'en résulterait-il pas encore la continuité de la conscience, mais cependant s'ensuivrait-il la possibilité d'une conscience persistant continuellement dans un sujet demeurant stable, ce qui est déjà suffisant pour la personnalité, laquelle ne cesse pas elle-même du fait que son action, pour un temps, se trouve interrompue. Cela étant, cette permanence ne nous est donnée par rien antérieurement à l'identité numérique de notre moi, identité que nous inférons de la perception empirique,
mais c'est au contraire à partir de cette identité que commence le raisonnement qui conclut à une telle permanence, et c'est à sa suite seulement que devrait venir, si tout se passait bien, le concept de substance, qui ne peut être utilisé que de manière empirique. Or, comme cette identité de la personne ne peut aucunement résulter de l'identité du moi dans la conscience que je possède de tout le temps où je me connais, la substantialité de l'âme n'a pas pu elle non plus trouver là, plus haut, ce qui eût permis de la fonder. Cependant, tout comme le concept de la substance est du simple, le concept de la personnalité peut lui aussi continuer à exister, en tant qu'il est simplement transcendantal, c'est-à-dire correspond à l'unité du sujet, lequel au demeurant nous est inconnu, mais dont les déterminations se trouvent intégralement reliées par l'intermédiaire de la perception, et en tant que tel ce concept est même nécessaire et suffisant pour l'usage pratique. Mais nous ne pouvons jamais faire état de ce concept comme procurant un élargissement de notre connaissance de nous-mêmes par la raison pure, qui nous donne l'illusion d'une continuité ininterrompue du sujet tiré du simple concept du moi identique, puisque ce concept tourne toujours sur lui-même et ne nous fait avancer par rapport à aucune des questions qui mobilisent une connaissance synthétique. Ce qu'est la matière comme chose en soi, objet transcendantal, il est vrai que nous l'ignorons totalement. Cependant, sa permanence en tant que phénomène peut tout de même être observée, dans la mesure où la matière est représentée comme quelque chose d'extérieur. Mais comme, dès que je veux observer le simple moi à travers le changement de toutes les représentations, je ne dispose d'aucun autre corrélat de mes comparaisons que moi-même, à nouveau, avec les conditions générales de ma conscience, je ne peux répondre que de manière tautologique à toutes les questions. Dans la mesure où je réintroduis subrepticement mon concept et son unité derrière les propriétés qui me reviennent à moi-même comme objet et qu'en ce sens je présuppose ce que l'on désirait savoir. Quatrième paralogisme, paralogisme de l'idéalité, du rapport extérieur, ce dont l'existence ne peut être perçue qu'en conclusion du fait qu'il est cause de perception donnée possède une existence seulement douteuse. Or, tous les phénomènes extérieurs sont de telle sorte que leur existence ne peut être perçue immédiatement, mais qu'il est seulement possible de tirer la conclusion que ces phénomènes sont la cause de perception donnée. Donc, l'existence de tous les objets des sens externes est douteuse. Cette incertitude, je la nomme l'idéalité des phénomènes extérieurs, et la doctrine portant sur cette idéalité s'appelle l'idéalisme, par opposition comparative auquel l'affirmation d'une possible certitude concernant les objets des sens extérieurs est appelée le dualisme. Critique du quatrième paralogisme de la psychologie transcendantale, commençons par soumettre à examen les prémices. Nous avons le droit d'affirmer que seul ce qui est en nous-mêmes peut être immédiatement perçu et que seule ma propre existence peut être l'objet d'une simple perception. Donc, l'existence d'un objet réel hors de moi, si l'on prend ce mot dans son sens intellectuel, n'est jamais donnée directement dans la perception, mais au contraire, par rapport à cette perception, qui est une modification du sens interne, elle ne peut être, comme cause extérieure de cette modification, qu'ajoutée par la pensée et obtenue en conclusion d'un raisonnement. C'est pourquoi aussi Descartes avait raison de limiter toute la perception, au sens le plus strict du terme, à la proposition « je, comme être pensant, suis ». Il est clair, en effet, que, comme ce qui est extérieur n'est pas en moi, je ne saurais le trouver dans mon aperception ni, par conséquent, dans aucune perception, laquelle perception n'est proprement que la détermination de la perception. Je ne peux donc percevoir à proprement parler des choses extérieures, mais seulement, à partir de ma perception interne, conclure à leur existence, en regardant cette perception interne comme l'effet dont quelque chose d'extérieur à moi est la cause la plus prochaine. Or l'inférence remontant d'un effet donné à une cause déterminée est toujours incertaine, parce que l'effet peut avoir résulté de plus d'une cause. Par conséquent, dans le rapport de la perception à sa cause, il reste toujours douteux de savoir si cette cause est interne ou externe, et donc si toutes les perceptions qu'on dit extérieures ne sont pas un simple jeu de notre sens interne, ou si elles se rapportent à des objets extérieurs réels comme à leur cause. Du moins l'existence de ces objets n'est-elle obtenue qu'en conclusion d'un raisonnement, et elle court le risque de toutes les conclusions, tandis qu'au contraire l'objet du sens interne, moi-même avec toutes mes représentations, est perçu immédiatement et que son existence ne souffre pas le moindre doute. Par idéaliste, il faut donc entendre non pas celui qui nie l'existence d'objets extérieurs des sens, mais celui qui, simplement, n'admet pas que cette existence soit connue par perception immédiate, et en
A369, conclut que nous ne pouvons jamais acquérir, par aucune expérience possible, l'entière certitude de leur réalité. Avant d'exposer notre paralogisme dans ce que son apparence a de trompeur, il me faut d'abord remarquer que l'on doit nécessairement distinguer un double idéalisme, à savoir l'idéalisme transcendantal et l'idéalisme empirique. J'entends alors par idéalisme transcendantal de tous les phénomènes la position doctrinale selon laquelle nous les regardons tous, globalement, comme de simples représentations, et non pas comme des choses en soi, et conformément à laquelle espace et temps ne sont que des formes sensibles de notre intuition. Mais non pas des déterminations données pour elles-mêmes ou des conditions des objets en tant que choses en soi. À cet idéalisme est opposé un réalisme transcendantal qui considère l'espace et le temps comme quelque chose de donné en soi, indépendamment de notre sensibilité. Le réaliste transcendantal se représente donc les phénomènes extérieurs, si l'on admet leur réalité, comme des choses en soi qui existent indépendamment de nous et de notre sensibilité, et qui donc, tout en correspondant à des concepts purs de l'entendement, seraient aussi en dehors de nous. À vrai dire, c'est ce même réaliste transcendantal qui joue ensuite le rôle de l'idéaliste empirique et qui, après avoir faussement supposé que, pour être extérieurs, les objets des sens devraient posséder aussi leur existence en eux-mêmes, indépendamment des sens, trouve, en se plaçant de ce point de vue, toutes nos représentations sensibles insuffisantes pour rendre certaine la réalité de ces objets. L'idéaliste transcendantal peut au contraire être un réaliste empirique, par conséquent, comme on l'appelle, un dualiste, c'est-à-dire admettre l'existence de la matière sans sortir de la simple conscience de soi, ni accepter quelque chose de plus que la certitude des représentations en moi, par conséquent que le cogito, ergo sum. En effet, parce qu'il ne donne à cette matière et même à sa possibilité intrinsèque que la valeur d'un phénomène qui, séparé de notre sensibilité, n'est rien, elle ne constitue chez lui qu'une espèce de représentation, intuition, que l'on appelle extérieure, non pas au sens où elle se rapporterait à des objets extérieurs en soi, mais en tant qu'elle rapporte des perceptions à l'espace dont tous les éléments existent les uns en dehors des autres, tandis que l'espace lui-même est en nous. C'est en faveur de cet idéalisme transcendantal que nous nous sommes déclarés dès le début. Par conséquent, à la faveur de notre doctrine, disparaît toute difficulté à admettre, sur le témoignage de notre simple conscience de nous-mêmes, et à déclarer par là démontrer l'existence de la matière tout aussi bien que l'existence de moi-même comme être pensant. Car j'ai en tout état de cause conscience de mes représentations. Donc, elles existent et moi aussi, qui ai ces représentations. Or, les objets extérieurs, les corps, ne sont que des phénomènes. Par conséquent, ils ne sont rien d'autre qu'une espèce de mes représentations, dont les objets ne sont quelque chose qu'à travers ces représentations, mais ne sont rien abstraction faite de celles-ci. Donc, les choses extérieures existent tout aussi bien que moi-même j'existe, et cela, dans les deux cas, sur le témoignage immédiat de la conscience que j'ai de moi-même, avec cette simple différence que la représentation de moi-même comme sujet pensant est rapportée uniquement au sens interne. Alors que les représentations qui font signe vers des êtres étendus sont rapportées aussi au sens externe. Il ne m'est pas davantage nécessaire de procéder à un raisonnement déductif en ce qui concerne la réalité des objets extérieurs que je n'en ai besoin pour ce qui touche à la réalité de mon sens interne, de mes pensées, car, des deux côtés, il ne s'agit de rien d'autre que de représentations, dont la perception immédiate, la conscience, est en même temps une preuve suffisante de la réalité qui est la leur. L'idéaliste transcendantal est donc un réaliste empirique, et il accorde à la matière, en tant que phénomène, une réalité qui n'a pas besoin d'être conclue, mais qui est au contraire immédiatement perçue. Par opposition, le réaliste transcendantal tombe nécessairement dans l'embarras et se voit contraint de ménager une place à l'idéalisme empirique, parce qu'il regarde les objets des sens extérieurs pour quelque chose de distinct des sens eux-mêmes et considère de simples phénomènes comme des êtres indépendants qui se trouvent en dehors de nous alors qu'en fait, si clairement que nous ayons conscience de notre représentation de ces choses, il n'est pas encore certain, tant s'en faut, que, si la représentation existe, l'objet qui lui correspond existe aussi. En revanche, dans notre système, ces choses extérieures, à savoir la matière sous toutes ses formes et à travers tous ses changements, ne sont rien d'autre que de simples phénomènes, c'est-à-dire des représentations en nous, de la réalité desquelles nous prenons immédiatement conscience. Dans la mesure dès lors où, autant que je sache,
Tous les psychologues attachés à l'idéalisme empirique sont des réalistes transcendantaux. Ils ont certes procédé de façon pleinement conséquente en concédant à l'idéalisme empirique une grande importance, comme à l'un des problèmes dont la raison humaine sait difficilement trouver l'issue. Car en fait, si l'on considère les phénomènes extérieurs comme des représentations qui sont produites en nous par leurs objets comme par des choses qui se trouvent en soi en dehors de nous, on ne parvient pas à apercevoir comment l'on pourrait connaître leur existence autrement que par le raisonnement inférent, à partir de l'effet, la cause, raisonnement dans lequel il ne peut que rester toujours douteux de savoir si cette cause est en nous ou hors de nous. Or, on peut certes convenir que nos intuitions extérieures ont pour cause quelque chose qui, au sens transcendantal, peut bien être en dehors de nous, mais ce quelque chose n'est pas l'objet auquel nous pensons quand nous évoquons les représentations de la matière et des choses corporelles. Car celles-ci ne sont que des phénomènes, c'est-à-dire simplement des sortes de représentations qui se trouvent toujours uniquement en nous et dont la réalité repose sur la conscience immédiate, tout aussi bien que la conscience de mes propres pensées. L'objet transcendantal, en ce qui concerne l'intuition interne tout aussi bien qu'en ce qui concerne l'intuition externe, nous est également inconnu. Cependant, ce n'est pas non plus de lui qu'il est question, mais de l'objet empirique, lequel s'appelle un objet extérieur dès lors qu'il est représenté dans l'espace et un objet intérieur quand il est représenté uniquement dans le rapport temporel. L'espace et le temps, quant à eux, ne peuvent tous deux être trouvés qu'en nous. Parce que, toutefois, l'expression « hors de nous » induit une équivoque inévitable, dans la mesure où elle signifie tantôt quelque chose qui, comme chose en soi, existe en se distinguant de nous, tantôt ce qui simplement appartient au phénomène extérieur. Nous allons, pour placer hors d'incertitude ce concept entendu selon la dernière acception, qui est celle où le prend proprement la question psychologique portant sur la réalité de notre intuition externe, distinguer les objets empiriquement extérieurs de ceux qui pourraient être appelés ainsi au sens transcendantal. En les désignant précisément comme des choses qui se trouvent dans l'espace. L'espace et le temps sont assurément des représentations a priori, qui sont inscrites en nous comme forme de notre intuition sensible avant même qu'un objet réel ait déterminé, à travers la sensation, notre sens à le représenter sous ses rapports sensibles. Mais cet élément matériel ou cette dimension de réalité, ce quelque chose qui doit être intuitionné dans l'espace, présuppose nécessairement une perception et ne peut, indépendamment de cette perception qui indique la réalité de quelque chose dans l'espace, être ni inventé ni produit par aucune imagination. La sensation est donc ce qui fait signe vers une réalité dans l'espace et dans le temps, selon qu'elle est rapportée à l'une ou à l'autre espèce de l'intuition sensible. Une fois donnée la sensation, qui s'appelle perception quand elle est appliquée à un objet en général, sans le déterminer, il est possible, à l'aide de la diversité qu'elle contient, de se figurer dans l'imagination main-objet qui, en dehors de celle-ci, n'a aucune place empirique qui lui corresponde dans l'espace ou dans le temps. Ce point est indubitablement certain. Que l'on prenne les sensations de plaisir ou de peine, ou même celles des sens extérieurs, comme les couleurs, la chaleur, etc. La perception est ce à travers quoi doit d'abord être donnée la matière pour que l'on puisse penser des objets de l'intuition sensible. Cette perception représente donc, pour nous en tenir cette fois uniquement aux intuitions extérieures, quelque chose de réel dans l'espace. En effet, tout d'abord, la perception est la représentation d'une réalité, tout comme l'espace est la représentation d'une simple possibilité de la coexistence. Ensuite, cette réalité est représentée pour le sens extérieur, c'est-à-dire dans l'espace. Enfin, l'espace lui-même n'est rien d'autre qu'une simple représentation. Par conséquent, ne peut y avoir la valeur d'une réalité que ce qui s'y trouve représenté, et ce qui, réciproquement, est donné en lui, c'est-à-dire est représenté par la perception, y possède aussi une dimension de réalité. Car si un tel élément, en lui, n'était pas réel, c'est-à-dire donné de manière immédiate à travers l'intuition empirique, il ne pourrait pas non plus être inventé, étant entendu que l'on ne saurait aucunement fabriquer de toute pièce le réel des intuitions. Toute perception extérieure est donc immédiatement la preuve de quelque chose de réel dans l'espace, ou plutôt elle est le réel même, et dans cette mesure le réalisme empirique est donc hors de doute, c'est-à-dire que quelque chose de réel dans l'espace correspond à nos intuitions extérieures. Assurément l'espace lui-même, avec tous ces phénomènes comme autant de représentations, n'est-il qu'en moi, mais c'est dans cet espace que le réel ou la matière de tous les objets de l'intuition extérieure se trouve pourtant, en tout état de cause, donné effectivement et indépendamment de toute invention.
Et il est même impossible que, dans cet espace, puisse être donné quelque chose d'extérieur à nous, au sens transcendantal, parce que l'espace lui-même n'est rien en dehors de notre sensibilité. L'idéaliste le plus rigoureux ne peut donc exiger qu'on prouve qu'à notre perception correspond l'objet existant hors de nous, au sens strict. Y eût-il en effet un tel objet, il ne pourrait cependant être représenté et intuitionné comme extérieur à nous, puisque cela suppose l'espace et que la réalité inscrite dans l'espace, en tant qu'elle est une simple représentation, n'est rien d'autre que la perception elle-même. Le réel des phénomènes extérieurs n'est donc effectif que dans la perception, et il ne peut être réel d'aucune autre manière. La connaissance de l'objet peut être tirée des perceptions soit par un simple jeu de l'imagination, soit encore par l'intermédiaire de l'expérience. Dès lors peuvent en résulter assurément des représentations trompeuses auxquelles les objets ne correspondent pas et où l'illusion peut être imputée tantôt à un fantasme de l'imagination, dans le rêve, tantôt à une défaillance du jugement, dans ce que l'on appelle les erreurs des sens. Pour échapper, ici, à la fausse apparence, on suit cette règle, ce qui s'accorde avec une perception d'après des lois empiriques et réelles. Mais cette illusion, de même que ce qui peut permettre de l'éviter, concerne tout autant l'idéalisme que le dualisme, étant donné qu'il ne s'agit là que de la forme de l'expérience. Pour réfuter l'idéalisme empirique en montrant qu'il correspond à une incertitude erronée à l'égard de la réalité objective de nos perceptions extérieures, il suffit déjà que la perception extérieure prouve, de façon immédiate, qu'il y a une réalité dans l'espace, lequel espace, bien qu'en lui-même il soit uniquement une pure forme des représentations, possède pourtant de la réalité objective vis-à-vis de tous les phénomènes extérieurs, qui, eux non plus, ne sont rien d'autre que de simples représentations. De même est-il suffisant que, sans perception, même l'invention et le rêve ne soient pas possibles, et donc que nos sens externes, d'après les données d'où peut procéder l'expérience, aient dans l'espace des objets réels qui leur correspondent. L'idéaliste dogmatique serait celui qui nie l'existence de la matière, l'idéaliste sceptique, celui qui la met en doute, parce qu'il la tient pour indémontrable. Le premier peut faire sienne cette position simplement parce qu'il croit trouver des contradictions dans la possibilité d'une matière en général, et à lui nous n'avons pour l'instant pas encore affaire. La section qui suit portant sur les raisonnements dialectiques, section qui représente la raison dans son conflit interne relativement au concept qu'elle se forge de la possibilité de ce qui appartient à l'ensemble de l'expérience, lèvera aussi cette difficulté. En revanche, l'idéaliste sceptique, qui vise simplement le fondement de notre affirmation et déclare insuffisante la façon dont nous nous sommes persuadés de l'existence de la matière, que nous croyons fondée sur la perception immédiate, est un bienfaiteur de la raison humaine, en tant qu'il nous contraint à bien ouvrir les yeux. Même pour ce qui touche au plus petit pas de l'expérience commune, et à ne pas accepter immédiatement, comme un acquis entré en notre possession, ce que nous ne faisons peut-être qu'obtenir par subreption. L'utilité que nous procurent ici ces objections idéalistes saute maintenant clairement aux yeux. Elles nous poussent puissamment, si nous ne voulons pas nous empêtrer dans nos affirmations les plus communes, à considérer toutes nos perceptions, qu'on les appelle intérieures ou extérieures, simplement comme une conscience de ce qui se rattache à notre sensibilité, et les objets extérieurs de ces perceptions, non comme des choses en soi, mais seulement comme des représentations dont nous pouvons avoir immédiatement conscience, comme de toute autre représentation, mais qui sont dites extérieures parce qu'elles se rattachent à ce sens que nous nommons le sens externe, dont l'intuition est l'espace, lequel n'est cependant lui-même autre chose qu'un mode intérieur de représentation où certaines perceptions établissent entre elles des liens. Si nous donnons à des objets extérieurs la valeur de choses en soi, il est alors tout à fait impossible de saisir comment nous pourrions parvenir à la connaissance de leur réalité hors de nous en nous appuyant uniquement sur la représentation qui est en nous. On ne peut en effet éprouver des sensations hors de soi, mais seulement en soi-même, et toute la conscience que nous avons de nous-mêmes ne fournit donc rien d'autre que, purement et simplement, nos propres déterminations. L'idéalisme sceptique nous oblige donc à recourir au seul refuge qui nous reste disponible, à savoir l'idéalité de tous les phénomènes, que nous avons démontrés dans l'esthétique transcendantale, indépendamment de ces conséquences que nous ne pouvions alors pas prévoir. À supposer que l'on me demande maintenant si, par suite de tout cela, le dualisme ne trouve sa place que dans la psychologie, je répondrai, assurément, mais seulement au sens empirique, c'est-à-dire que, dans l'ensemble de l'expérience,
la matière est réellement donnée au sens externe comme substance dans le phénomène. Tout comme le moi pensant, également comme substance dans le phénomène, est donné au sens interne, et que c'est en fonction des règles que cette catégorie introduit dans l'enchaînement global de nos perceptions, tant externes qu'internes, pour constituer une expérience que les phénomènes doivent aussi, des deux côtés, se trouver reliés entre eux. En revanche, si l'on voulait étendre le concept du dualisme, comme cela arrive communément, et le prendre dans le sens transcendantal, alors ni ce concept, ni le pneumatisme qu'on lui oppose d'un côté, ni le matérialisme qu'on lui oppose de l'autre, n'auraient plus le moindre fondement, dans la mesure où l'on manquerait dès lors la détermination de ces concepts et où la diversité intervenant dans le mode de représentation d'objets qui nous restent inconnus dans ce qu'ils sont en soi serait prise pour une diversité de ces choses elles-mêmes. Le moi, tel qu'il est représenté dans le temps par le sens interne, et les objets représentés dans l'espace hors de moi sont certes des phénomènes spécifiquement tout différents, mais ils ne sont pas pour autant pensés comme des choses distinctes. L'objet transcendantal qui est au fondement des phénomènes extérieurs, de même que celui qui est au fondement de l'intuition interne, n'est en soi-même ni matière ni être pensant, mais constitue un fondement à nous inconnu des phénomènes qui nous procurent le concept empirique aussi bien de la première sorte que de la seconde. Si par conséquent, comme la présente critique nous y contraint visiblement, nous demeurons fidèles à la règle précédemment établie selon laquelle il ne faut pas pousser nos questions au-delà des limites où l'expérience possible peut nous en procurer l'objet, nous ne nous laisserons jamais aller à enquêter sur ce que les objets de nos sens peuvent bien être en soi, c'est-à-dire sans nulle relation au sens. Mais si le psychologue prend des phénomènes pour des choses en soi, il peut bien admettre dans sa doctrine, en tant que choses existant pour elles-mêmes, si les matérialistes la matière seule, si les spiritualistes l'être pensant seul, d'après la forme de notre sens interne, ou si les dualistes les deux principes, reste qu'il est cependant toujours arrêté parce qu'il ne parvient pas à comprendre de quelle manière subtile raisonner pour montrer comment pourrait exister en soi ce qui n'est pourtant pas une chose en soi, mais seulement la manifestation phénoménale d'une chose en général. Considération, à la suite de ces paralogismes, sur l'ensemble de la doctrine pure de l'âme, si nous comparons la doctrine de l'âme, psychologie, comme physiologie du sens interne, avec la doctrine du corps, somatologie, comme physiologie des objets des sens externes, nous trouvons, indépendamment du fait que beaucoup d'éléments peuvent être connus empiriquement dans ces deux sciences, cependant cette différence remarquable, à savoir que, dans la dernière, bien des choses peuvent encore être connues a priori à partir du simple concept d'un être étendu impénétrable, tandis que dans la première, on ne peut absolument rien connaître a priori synthétiquement à partir du concept d'un être pensant. En voici la raison. Bien que tous deux soient des phénomènes, le phénomène qui se présente au sens externe possède pourtant quelque chose de stable et de permanent, qui fournit un substrat servant de fondement aux déterminations changeantes et par conséquent un concept synthétique, savoir celui de l'espace et d'un phénomène dans l'espace. Au contraire, le temps, qui est l'unique forme de notre intuition interne, n'a rien qui soit permanent. Et par conséquent il ne nous donne à connaître que le changement des déterminations, mais non pas l'objet déterminable. Car, dans ce que nous appelons l'âme, tout se trouve dans un flux continuel et il n'y a rien qui soit permanent, si ce n'est éventuellement, si l'on y tient absolument, le moi, qui possède une telle simplicité précisément parce que cette représentation n'a pas de contenu, donc pas de divers, ce pourquoi elle semble aussi représenter ou, pour mieux dire, désigner un objet simple. Pour qu'il soit possible d'instaurer une connaissance rationnelle pure de la nature d'un être pensant en général, il faudrait que ce moi soit une intuition qui, dans la mesure où elle serait présupposée dans la pensée en général, avant toute expérience, fournirait, en tant qu'intuition a priori, des propositions synthétiques. Mais ce moi est aussi peu une intuition qu'un concept d'un quelconque objet. Il n'est que la simple forme de la conscience, telle qu'elle peut accompagner les deux sortes de représentations et les élever ainsi au rang de connaissance, dès lors qu'est en outre donné dans l'intuition quelque chose d'autre qui offre une matière pour se représenter un objet. Donc, toute la psychologie rationnelle s'effondre comme une science dépassant toutes les forces de la raison humaine, et il ne nous reste qu'à étudier notre âme suivant le fil conducteur de l'expérience et à nous maintenir dans les limites des questions qui ne vont pas au-delà du domaine où l'expérience intérieure possible est à même de leur conférer un contenu. Cela dit, bien que cette discipline ne soit d'aucune utilité pour l'accroissement de la connaissance, et qu'elle ne soit même, à cet égard, composée que de pur paralogisme, on ne peut toutefois,
si on lui donne pour seule valeur de permettre un traitement critique de nos raisonnements dialectiques, et plus précisément de ceux de la raison commune et naturelle, lui dénier une importante utilité négative. En quoi une doctrine de l'âme fondée sur de purs principes rationnels pourrait-elle nous être nécessaire? Sans aucun doute, avant tout avec pour objectif de garantir notre moi pensant contre le danger du matérialisme. Mais de cet objectif s'acquitte le concept rationnel que nous avons donné de notre moi pensant. Bien loin, en effet, qu'à l'aide de ce concept il demeure une quelconque crainte que, si l'on supprime la matière, se trouve abolie en même temps toute pensée et même l'existence d'être pensant, il est au contraire clairement démontré que, si je supprime le sujet pensant, c'est tout le monde des corps qui doit disparaître, en tant qu'il n'est rien que le phénomène inscrit dans la sensibilité de notre sujet et qu'il correspond à un type de représentation inhérent au dit sujet. Par là, certes, je ne connais pas mieux ce moi pensant dans ses propriétés, et je ne peux apercevoir sa permanence, ni même l'indépendance de son existence vis-à-vis de l'éventuel substrat transcendantal des phénomènes extérieurs. Car celui-ci m'est tout aussi inconnu que celui-là. Mais, dans la mesure où il est cependant possible que je trouve ailleurs que dans des principes purement spéculatifs des raisons d'espérer, pour ma nature pensante, une existence indépendante et capable de persister en dépit de tous les changements possibles de mon état. Le gain obtenu est déjà très important si je peux, en avouant librement ma propre ignorance, repousser en tout cas les assauts dogmatiques d'un adversaire spéculatif et lui montrer qu'il ne pourra jamais, sur la nature de mon sujet, en savoir davantage, pour contester la possibilité de mes espérances, que je n'en sais moi-même pour m'y maintenir attaché. Sur cette apparence transcendantale de nos concepts psychologiques se fondent encore trois questions dialectiques, qui constituent le but spécifique de la psychologie rationnelle et ne peuvent être résolues autrement que par les analyses précédentes, à savoir 1. La question de la possibilité de l'union de l'âme avec un corps organique, c'est-à-dire de l'animalité et de l'état de l'âme dans la vie de l'être humain. 2. La question du début de cette union, c'est-à-dire de l'âme lors de la naissance et avant la naissance de l'être humain. 3. La question de la fin de cette union, c'est-à-dire de l'âme lors de la mort et après la mort de l'être humain, question de l'immortalité. Or, je soutiens que toutes les difficultés que l'on croit rencontrer dans ces questions et dont on se sert comme autant d'objections dogmatiques pour se donner l'air de pénétrer les choses de la nature plus profondément que ne peut le faire l'entendement commun, je soutiens, dis-je, qu'elles reposent sur un simple fantasme. On hypostasie ce qui n'existe que dans la pensée et on l'admet hors du sujet pensant au même titre qu'un objet réel. Ce qui veut dire que l'on tient l'étendue, qui n'est rien qu'un phénomène, pour une propriété des choses extérieures, subsistant même indépendamment de notre sensibilité, et que l'on tient le mouvement pour leur effet se produisant lui aussi réellement, en soi, en dehors de nos sens. En fait, la matière, dont l'union avec l'âme soulève tant de réflexions délicates, n'est qu'une simple forme ou une certaine manière de se représenter un objet inconnu par l'intermédiaire de l'intuition qu'on appelle le sens externe. Il peut donc fort bien y avoir quelque chose hors de nous à quoi corresponde ce phénomène que nous appelons matière. Reste que, dans sa qualité de phénomène, il n'est pas hors de nous, mais purement et simplement à titre de pensée en nous, bien que cette pensée, à travers le sens externe, le représente comme se trouvant hors de nous. La matière ne signifie donc pas une espèce de substance qui serait ainsi totalement différente et hétérogène vis-à-vis de l'objet du sens interne, âme, mais seulement l'irréductibilité des phénomènes vis-à-vis des objets, qui nous sont en eux-mêmes inconnus, dont nous appelons extérieures les représentations, par opposition à celles que nous mettons au compte du sens interne, bien que ces représentations extérieures appartiennent tout autant au sujet pensant que toutes les autres pensées. À cette différence près qu'elles ont ceci de trompeur. Dans la mesure où elles représentent des objets dans l'espace, elles semblent se détacher de l'âme et flotter en dehors de celle-ci, alors que cependant l'espace même où elles sont intuitionnées n'est qu'une représentation dont une copie possédant les mêmes qualités ne peut aucunement être trouvée hors de l'âme. La question ne porte donc plus sur l'union de l'âme avec d'autres substances connues et étrangères existant hors de nous, mais seulement sur la manière dont les représentations du sens interne sont corrélées aux modifications de notre sensibilité extérieure, et sur la façon dont elles peuvent se lier entre elles selon des lois constantes en s'enchaînant ensemble dans une expérience. Aussi longtemps que nous maintenons ensemble, dans l'expérience, les phénomènes internes et externes en les considérant comme de simples représentations, nous ne trouvons rien d'insensé ni qui rende étrange l'union des deux sens. En revanche, dès que nous hypostasions les phénomènes extérieurs,
et que ce n'est plus comme représentation que nous les rapportons à notre sujet pensant, mais qu'au même titre où ils sont en nous, c'est aussi en les considérant comme des choses existant hors de nous pour elles-mêmes que nous rapportons néanmoins à notre sujet leurs actions. Telles qu'elles les montrent entretenant des relations réciproques en tant que phénomènes, nous avons alors un caractère des causes efficientes hors de nous qui ne parvient pas à s'accorder avec les effets qu'elles produisent en nous, puisque ce caractère se rapporte seulement au sens externe, tandis que ces effets se rapportent au sens interne, et que ces deux sens, bien que réunis dans un seul et même sujet, sont pourtant extrêmement hétérogènes. Dès lors, nous n'avons donc plus d'autres effets extérieurs que des changements de lieu et d'autres forces que de simples tendances qui aboutissent à des rapports dans l'espace qui constituent leurs effets. En nous, en revanche, les effets sont des pensées, parmi lesquelles ne trouve place aucun rapport de lieu, pas de mouvement, de figure ou de détermination spatiale en général, et nous perdons totalement le fil conduisant des causes aux effets qui devraient en résulter dans le sens interne. En fait, nous devrions songer que les corps ne sont pas des objets en soi qui nous sont présents, mais une simple phénoménalisation de je ne sais quel objet inconnu. Que le mouvement n'est pas l'effet de cette cause inconnue, mais simplement la manifestation de son influence sur nos sens. Que, par conséquent, les corps et leurs mouvements ne sont pas quelque chose hors de nous, mais simplement des représentations en nous. Que par suite, ce n'est pas le mouvement de la matière qui a pour effet en nous des représentations, mais qu'il n'est lui-même, par conséquent aussi la matière. Qui se donne à connaître par là, qu'une simple représentation, et qu'enfin toute la difficulté que nous avons nous-mêmes créée se réduit à la question de savoir comment et par quelle cause les représentations de notre sensibilité sont si liées entre elles que celles que nous nommons les intuitions extérieures peuvent être représentées, selon les lois empiriques, comme des objets existant hors de nous. Question qui ne recouvre absolument pas la difficulté prétendue d'expliquer l'origine de nos représentations par des causes efficientes qui se trouveraient hors de nous et qui nous seraient totalement hétérogènes, difficulté qui surgit quand nous prenons les manifestations phénoménales d'une cause inconnue pour la cause située hors de nous, ce qui ne peut occasionner que de la confusion. Quant au jugement où intervient un malentendu enraciné par une longue habitude, il est impossible de, à 388, les rectifier avec le degré d'intelligibilité qui peut se trouver requis dans d'autres cas où nulle illusion irrémédiable de ce genre ne vient brouiller le concept. C'est pourquoi notre tentative pour libérer la raison des théories sophistiques rencontrera des difficultés pour avoir d'emblée la clarté qui lui est nécessaire afin d'être pleinement satisfaisante. Je crois pouvoir favoriser cette clarification en procédant de la manière qui suit. Toutes les objections peuvent se répartir en dogmatiques, critiques et sceptiques. L'objection dogmatique est celle qui est dirigée contre une proposition. L'objection critique, celle qui est dirigée contre la preuve d'une proposition. La première requiert une compréhension pénétrante de la nature propre de l'objet, pour pouvoir affirmer le contraire de ce que la proposition avance à propos de cet objet. Elle est par conséquent elle-même dogmatique et prétend connaître cette nature de l'objet mieux que ne le fait la position à laquelle elle s'oppose. L'objection critique n'abordant pas la proposition du point de vue de sa validité ou de son absence de validité et s'attaquant uniquement à la preuve, n'a nullement besoin de mieux connaître l'objet ou de prétendre en avoir une meilleure connaissance. Elle se borne à montrer que ce qu'on affirme est dépourvu de fondement, et non pas que l'affirmation est inexacte. L'objection sceptique oppose mutuellement la proposition et la proposition contraire comme constituant, l'une vis-à-vis de l'autre, des objections de pertinence égale, chacune d'elles constituant, à son tour, la thèse, tandis que l'autre forme son antithèse, et réciproquement. Ainsi cette objection est-elle en apparence dogmatique des deux côtés opposés, pour réduire intégralement à néant tout jugement sur l'objet. L'objection dogmatique aussi bien que l'objection sceptique se trouvent forcées toutes deux de prétendre disposer d'autant de compréhension de leur objet qu'il est nécessaire pour pouvoir affirmer quelque chose, positivement ou négativement, à son propos. L'objection critique est la seule qui soit de nature telle que, par la façon dont elle se borne à montrer que l'on allègue, pour appuyer son affirmation, quelque chose qui n'est rien ou est simplement imaginaire, elle fait s'effondrer la théorie en lui retirant son prétendu fondement. Sans par ailleurs vouloir décider quoi que ce soit sur la nature de l'objet. Or, nous sommes dogmatiques à l'égard des concepts ordinaires de notre raison qui concernent le commerce qu'entretient notre sujet pensant avec les choses situées hors de nous, et nous considérons ces dernières comme de vrais objets, subsistant indépendamment de nous, en vertu d'un certain dualisme transcendantal qui, au lieu d'attribuer au sujet ces phénomènes extérieurs, en qualité de représentation, les transporte hors de nous,
comme autant d'objets, tels que nous les fournit l'intuition sensible et les sépare entièrement du sujet pensant. Or, cette subreption est le fondement de toutes les théories sur l'union de l'âme et du corps, et la question n'est jamais posée de savoir si cette réalité objective des phénomènes est aussi parfaitement exacte qu'elle en a l'air, mais la supposant au contraire comme accordée, on se borne à proposer des raisonnements subtils pour montrer comment il faut l'expliquer et la concevoir. Les trois systèmes habituels qui ont été forgés à cet égard, et qui sont effectivement les seuls possibles, sont ceux de l'influence physique, de l'harmonie préétablie et de l'assistance surnaturelle. Les deux dernières manières d'expliquer la relation qui unit l'âme avec la matière sont fondées sur des objections élevées contre la première, qui est la représentation du sens commun. Selon ces objections, ce qui apparaît comme matière ne saurait être, par son influence immédiate, la cause de représentation qui constitue des effets d'une nature tout à fait hétérogène. Mais, dans ce cas, de telles objections ne peuvent pas attacher à ce qu'elles entendent par l'objet des sens extérieurs le concept d'une matière qui n'est rien qu'un phénomène, et est par conséquent déjà en soi-même une simple représentation produite par des objets extérieurs quelconques. Car si elles le faisaient, elles diraient que les représentations des objets extérieurs, les phénomènes, ne peuvent être causes extérieures des représentations dans notre esprit, ce qui est une objection totalement vide de sens. Puisqu'il ne viendrait à l'idée de personne de tenir pour une cause extérieure ce qu'il adore est déjà reconnu comme une simple représentation. Il est donc indispensable, d'après nos principes, qu'elles orientent leur théorie sur le fait que le véritable objet, transcendantal, de nos sens extérieurs ne saurait être la cause des représentations, phénomènes, que nous comprenons sous le nom de matière. Or, étant donné que personne ne peut prétendre légitimement connaître quelque chose de la cause transcendantale de nos représentations des sens extérieurs, ce qu'affirment ainsi ces objections est sans aucun fondement. Mais si ceux qui prétendent améliorer la doctrine de l'influence physique voulaient, conformément au mode habituel de représentation d'un dualisme transcendantal, regarder la matière en tant que telle comme une chose en soi, et non pas comme la simple manifestation phénoménale d'une chose inconnue, et viser dans leur objection à montrer qu'un objet extérieur qui ne manifeste en lui pas d'autre causalité que celle des mouvements ne saurait jamais être la cause efficiente de représentation, mais qu'un troisième être doit nécessairement intervenir dans le jeu pour ménager entre les deux premiers, sinon une action réciproque, du moins une correspondance et une harmonie. Ils prendraient pour point de départ de leur réfutation le fait d'admettre dans leur dualisme le proton-pseudo de l'influence physique, et donc ce qu'ils réfuteraient par leur objection, ce ne serait pas tant l'influence naturelle que leur propre présupposition dualiste. Car toutes les difficultés relatives à l'union de la nature pensante avec la matière proviennent sans exception, purement et simplement, de la manière dont vient ici s'insinuer subrepticement cette représentation dualiste que la matière comme telle n'est pas un phénomène. C'est-à-dire une simple représentation de l'esprit à laquelle correspond un objet inconnu, mais quel est l'objet en soi, tel qu'il existe hors de nous et indépendamment de toute sensibilité. On peut donc faire à l'influence physique communément admise aucune objection dogmatique. En effet, si l'adversaire admet que la matière et son mouvement ne sont que de simples phénomènes et même, par conséquent, que des représentations, il ne peut situer la difficulté qu'en ceci que l'objet inconnu de notre sensibilité ne peut être la cause des représentations en nous. Mais en fait, il n'a pas le moindre droit d'avancer cette affirmation, puisque personne ne peut établir, à propos d'un objet inconnu, ce qu'il pourrait faire ou non. Il faut plutôt, d'après les preuves que nous avons fournies plus haut, qu'il admette nécessairement cet idéalisme transcendantal, s'il ne veut pas hypostasier à l'évidence des représentations et les transporter hors de lui comme si elles étaient de vraies choses. Toutefois, on peut adresser à la conception commune de l'influence physique une objection critique qui soit fondée. L'union ainsi affirmée entre deux sortes de substances, la substance pensante et la substance étendue, a pour fondement un dualisme grossier et fait de ces dernières, qui ne sont pourtant que de simples représentations du sujet pensant, des choses qui existent pour elles-mêmes. Donc, l'influence physique mal comprise peut être complètement renversée par la mise en évidence de l'argumentation qui la fonde comme nulle et spécieuse. La fameuse question de l'union entre le sujet pensant et ce qui est étendu se réduirait donc en définitive, si l'on fait abstraction de tout ce A393, qui est imaginaire, purement et simplement à celle-ci. Comment, dans un sujet pensant en général, une intuition extérieure, à savoir celle de l'espace, et de ce qui le remplit, la figure et le mouvement, est-elle possible?
À cette question, toutefois, aucun être humain ne peut trouver de réponse, et l'on n'est jamais en mesure de combler cette lacune de notre savoir, mais il est simplement possible de l'indiquer. En assignant les phénomènes extérieurs à un objet transcendantal qui est la cause de cette sorte de représentation, mais que nous ne pouvons absolument pas connaître et dont nous ne saurions jamais acquérir aucun concept. Dans tous les problèmes qui peuvent se présenter à l'intérieur du champ de l'expérience, nous traitons ces phénomènes comme des objets en soi, sans nous préoccuper du fondement premier de leur possibilité, comme phénomène. Si, en revanche, nous allons au-delà des limites de l'expérience, le concept d'un objet transcendantal devient nécessaire. De ces rappels sur l'union de l'être pensant et de l'être étendu résulte, comme une conséquence immédiate, la solution de toutes les controverses ou objections concernant l'état de la nature pensante avant cette union, avant la vie, ou après sa dissolution, dans la mort. L'opinion selon laquelle le sujet pensant a pu penser antérieurement à toute union avec le corps équivaudrait à dire que, avant l'irruption de ce type de sensibilité par lequel quelque chose nous apparaît dans l'espace, ces mêmes objets transcendantaux qui, dans l'état présent, nous apparaissent comme des corps peuvent avoir été intuitionnés d'une autre manière. Pour sa part, l'opinion qui veut que l'âme, après dissolution de tout lien avec le monde corporel, puisse encore continuer à penser s'énoncerait alors sous cette forme. Si le type de sensibilité par lequel des objets transcendantaux et, pour l'heure, totalement inconnus nous apparaissent sous la forme d'un monde matériel devait cesser d'exister, toute intuition de ces objets ne serait pas encore par là même supprimée. Et il serait parfaitement possible que ces mêmes objets inconnus continuent d'être connus par le sujet pensant, bien que ce ne soit sans doute plus en qualité de corps. Or, à vrai dire, personne ne peut tirer de principe spéculatif la moindre raison d'adhérer à une telle affirmation ni même d'en établir la possibilité. Tout au plus peut-on en faire la supposition. Mais il est tout aussi peu envisageable, pour qui que ce soit, de faire valoir là contre une quelconque objection dogmatique valable. Car nul, quel que soit celui dont il puisse s'agir, n'en sait davantage que moi ou que tout autre sur la cause absolue et intrinsèque des phénomènes extérieurs et corporels. Nul n'est donc fondé à prétendre savoir sur quoi repose, dans l'état qui est actuellement le nôtre, dans la vie, la réalité des phénomènes extérieurs ni non plus par conséquent à affirmer que la condition de toute intuition extérieure, ou même que le sujet pensant comme tel, doit cesser une fois atteinte la fin de cet état, dans la mort. Ainsi tout débat sur la nature de notre être pensant et sur celle de la liaison qu'il entretient avec le monde des corps résulte-t-il purement et simplement du fait qu'en vue de faire disparaître ce que l'on ne sait pas on comble les lacunes par des paralogismes de la raison en transformant ses pensées en choses et en les hypostasiant, d'où naît une science imaginaire, aussi bien du côté de celui qui affirme que de celui qui nie, puisque chacun, ou bien croit savoir quelque chose d'objet dont nul être humain ne conçoit la moindre notion, ou bien transforme ses propres représentations en objets et tourne ainsi en rond dans un cercle éternel d'équivoques et de contradictions. Il n'est pas d'autre issue que la sobriété d'une critique rigoureuse, mais juste, pour nous affranchir de ce fantasme dogmatique qui, en faisant miroiter un bonheur imaginaire, retient tant d'esprits captifs de théories et de systèmes, et pour restreindre toutes nos prétentions spéculatives au seul champ de l'expérience possible, non point par de banales plaisanteries sur des tentatives à l'issue si souvent malheureuses, ou par de pieux soupirs sur les bornes de notre raison, mais au moyen d'une détermination des limites de la raison d'après des principes assurés, détermination qui fixe son nihil ulterius avec la plus grande certitude en indiquant les colonnes d'Hercule que la nature elle-même a érigées, pour faire en sorte que le parcours de notre raison ne se poursuive pas au-delà des côtes de l'expérience, à 396, qu'il ne faut pas cesser de suivre et que nous ne pouvons quitter sans nous aventurer sur un océan sans rivage qui, à partir de l'horizon toujours trompeur qu'il nous dévoile, finit par nous forcer à renoncer, désespérés, à tout effort difficile et durable. Nous ne nous sommes pas encore acquittés jusqu'ici d'une explication claire et générale de l'apparence transcendantale et cependant naturelle qui intervient dans les paralogismes de la raison pure, en même temps que d'une justification de la manière dont ils ont été ordonnés selon une structure systématique et parallèle à la table des catégories. Nous n'aurions pas pu l'entreprendre au début de cette section sans courir le risque de paraître obscur ou d'anticiper mal à propos. Maintenant, nous allons chercher à remplir cette obligation. On peut dire que toute apparence consiste en ce que l'on prend la condition subjective de la pensée pour la connaissance de l'objet. En outre, nous avons montré, dans l'introduction à la dialectique transcendantale,
que la raison pure se préoccupe uniquement de la totalité de la synthèse des conditions intervenant pour un conditionné donné. Dans la mesure, alors, où l'apparence dialectique de la raison pure ne peut être une apparence empirique, se présentant dans telle ou telle connaissance empirique, elle concernera la dimension générale des conditions de la pensée, et il n'y aura que 3 cas où interviendra l'usage dialectique de la raison pure, à savoir 1. La synthèse des conditions d'une pensée en général. 2. La synthèse des conditions de la pensée empirique. 3. La synthèse des conditions de la pensée pure. Dans chacun de ces 3 cas, la raison pure se préoccupe uniquement de la totalité absolue de cette synthèse, c'est-à-dire de cette condition qui est elle-même inconditionnée. C'est sur cette division que se fonde aussi la triple apparence transcendantale qui donne lieu aux 3 sections de la dialectique et fournit l'idée d'autant de sciences apparentes déduites de la raison pure, à savoir la psychologie, la cosmologie et la théologie transcendantale. Nous n'avons affaire ici qu'à la première. Parce que, dans la pensée en général, nous faisons abstraction de toute relation de la pensée à un objet quelconque, que ce soit un objet des sens ou un objet de l'entendement pur, la synthèse des conditions d'une pensée en général n'est pas du tout objective. Elle constitue simplement une synthèse de la pensée avec le sujet, synthèse que nous prenons à tort pour une représentation synthétique d'un objet. Or, il en résulte en outre que le raisonnement dialectique qui conclut à la condition, elle-même inconditionnée, de toute pensée en général ne commet pas de faute quant à son contenu, étant donné qu'il fait abstraction de tout contenu ou de tout objet, mais qu'il est fautif seulement dans la forme et doit être appelé paralogique. Comme, de plus, l'unique condition qui accompagne toute pensée est le moi dans la proposition générale. Je pense, la raison a affaire à cette condition en tant qu'elle est elle-même inconditionnée. Elle est seulement la condition formelle, c'est-à-dire l'unité logique de toute pensée où je fais abstraction de tout objet, et néanmoins elle est représentée comme un objet que je pense, à savoir le moi lui-même et son unité inconditionnée. Si quelqu'un m'adressait en général cette question, de quelle nature est une chose qui pense? Je ne dispose pas à cet égard du moindre savoir a priori permettant de répondre, parce que la réponse doit être synthétique, car sans doute peut-il se faire qu'une réponse analytique clarifie la pensée, mais elle ne procure aucune extension de la connaissance vis-à-vis de ce sur quoi repose cette pensée quant à sa possibilité. Mais pour toute solution synthétique se trouve requise l'intuition, laquelle est totalement écartée dans un problème aussi général. De même, personne ne peut répondre, au niveau de généralité qui est le sien, à la question de savoir quelle doit être la nature d'une chose mobile. Car l'étendue impénétrable, la matière, n'est alors pas donnée. Bien que, cela dit, je ne sache pas répondre à cette question dans toute sa généralité, il me semble cependant que je pourrais lui apporter une réponse, dans le cas particulier qui nous préoccupe, en me référant à la proposition qui exprime, à 399, la conscience de soi, je pense. Car ce moi est le premier sujet, c'est-à-dire qu'il est substance, il est simple, etc. Mais ces énoncés ne seraient, dans ces conditions, que des propositions d'expérience, qui ne pourraient toutefois, sans une règle universelle énonçant en général et a priori les conditions de possibilité de la pensée, contenir de tels prédicats, lesquels ne sont pas empiriques. Ainsi la perspective que j'avais, d'abord si plausible, de juger de la nature d'un être pensant, et cela par pur concept, devient-elle suspecte, bien que je n'en ai pas encore découvert le vice. Seule la poursuite des recherches entreprises sur l'origine de ces attributs que je me reconnais à moi-même comme être pensant en général peut découvrir ce vice. Ils ne sont rien de plus que des catégories pures à l'aide desquelles je ne pense jamais un objet déterminé, mais seulement l'unité des représentations, pour en déterminer un objet. Sans une intuition lui servant de fondement, la catégorie ne peut à elle seule procurer aucun concept d'un objet, car c'est uniquement par l'intuition qu'est donné l'objet, qui, ensuite, est pensé d'après la catégorie. Quand je déclare qu'une chose est une substance au sein du phénomène, il faut que, préalablement, des prédicats de son intuition m'aient été donnés, par référence auxquels je distingue ce qui est permanent de ce qui est changeant et le substrat, la chose elle-même, de ce qui vient simplement s'y attacher. Quand je nomme une chose simple au sein du phénomène, j'entends par là que l'intuition de cette chose est certes une partie du phénomène, mais qu'elle ne saurait elle-même être divisée, etc. En revanche, si quelque chose n'est reconnu comme simple qu'au plan du concept et non pas au sein du phénomène, je n'ai ainsi réellement aucune connaissance de l'objet,
mais seulement du concept que je me forge de quelque chose en général qui n'est susceptible d'aucune intuition qui lui soit propre. Je dis simplement que je pense quelque chose comme tout à fait simple, parce que je ne sais réellement rien en dire de plus, sinon qu'il s'agit là de quelque chose. Or, la simple apperception, moi, est substance au plan du concept, simple au plan du concept, etc. Et en ce sens tous ces théorèmes de la psychologie sont incontestablement justes. Toutefois, par là, on ne connaît nullement, à propos de l'âme, ce que l'on veut proprement savoir. Car tous ces prédicats ne valent pas pour l'intuition et ne peuvent donc pas non plus avoir de conséquences applicables à des objets de l'expérience. Par conséquent, ils sont entièrement vides. Ce concept de la substance ne m'apprend pas en effet que l'âme dure par elle-même, ni qu'elle est une partie des intuitions extérieures qui ne peut plus elle-même être divisée, et qui par conséquent ne peut naître ou périr sous l'effet d'aucun changement de la nature. Seule propriété susceptible de me faire connaître l'âme au sein de ce qui constitue l'expérience comme ensemble structuré et de me donner un aperçu de son origine et de son état futur. En revanche, si je dis, par l'intermédiaire de simples catégories, que l'âme est une substance simple, il est clair que, comme le concept tout nu que l'entendement se forge de la substance ne contient rien de plus, si ce n'est qu'une chose doit être représentée comme sujet en soi, sans être à son tour le prédicat d'un autre sujet, aucune conséquence ne s'en dégage à propos de la permanence. L'attribut de simplicité ne peut certainement pas venir ajouter cette permanence. Et l'on n'est par conséquent pas le moins du monde instruit par là de ce qui peut concerner l'âme dans les changements que subit le monde. Si l'on pouvait nous dire que l'âme est une partie simple de la matière, nous pourrions alors, en nous servant de ce que l'expérience nous en apprend, en déduire la permanence et, en combinant cette dernière avec la simplicité de nature, son indestructibilité. Mais le concept du moi, dans le principe fondamental de la psychologie, je pense, ne nous en dit pas un mot. Cela dit, que l'être qui pense en nous ait la prétention de se connaître lui-même par de pures catégories, et plus précisément par celles qui expriment, sous chaque titre, l'unité absolue, cela tient à ce qui suit. La perception est elle-même le fondement de la possibilité des catégories, qui pour leur part ne représentent rien d'autre que la synthèse du divers de l'intuition, en tant qu'il trouve son unité dans la perception. Par conséquent, la conscience de soi en général est la représentation de ce qui est la condition de toute unité, tout en étant soi-même inconditionné. On peut donc dire du moi pensant, de l'âme, qui se présente lui-même comme substance, comme simple, comme numériquement identique en tout temps et comme le corrélat de toute existence, à partir duquel toute autre existence doit être déduite, non pas tant qu'il se connaît lui-même à travers les catégories, mais qu'il connaît les catégories, et par elles tous les objets, dans l'unité absolue de la perception, par conséquent à travers lui-même. En fait, il est bien évident que je ne saurais connaître comme objet cela même qu'il me faut présupposer pour connaître en général un objet, et que le moi déterminant, la pensée, est distinct du moi déterminable, le sujet pensant, de même que la connaissance est distincte de l'objet. Cependant, rien n'est plus naturel et plus séduisant que l'apparence qui nous fait prendre l'unité dans la synthèse des pensées pour une unité perçue dans le sujet de ces pensées. On pourrait l'appeler la subreption de la conscience hypostasiée, aperceptionis substantiate. Si l'on veut donner un intitulé logique au paralogisme compris dans les raisonnements dialectiques de la doctrine rationnelle de l'âme, en tant qu'ils ont malgré tout des prémices justes, on peut l'apprécier comme un sophisma figuré dictionis, où la majeure fait de la catégorie, par rapport à ses conditions, un usage purement transcendantal, tandis que la mineure et la conclusion font de la même catégorie, relativement à l'âme qui est subsumée sous cette condition, un usage empirique. Ainsi, par exemple, le concept de substance, dans le paralogisme de la simplicité, est un concept intellectuel pur qui, sans les conditions de l'intuition sensible, est simplement d'usage transcendantal, autrement dit n'a aucun usage. Dans la mineure en revanche, le même concept est appliqué à l'objet de toute expérience interne, sans qu'auparavant on ait établi et posé comme fondement la condition de son application in concreto, à savoir la permanence de cet objet, et c'est donc à un usage empirique de ce concept que l'on a procédé, bien qu'ici un tel usage ne fût pas admissible. Pour montrer enfin l'enchaînement systématique de toutes ces affirmations dialectiques d'une psychologie soi-disant rationnelle selon l'articulation de la raison pure, par conséquent pour en montrer la complétude, on remarquera que la perception passe par toutes les classes des catégories, mais qu'elle ne s'arrête qu'au concept de l'entendement qui,
dans chaque classe, servent aux autres de fondement pour l'unité inscrite dans une perception possible, soit subsistance, réalité, unité, non-pluralité, et existence. Reste que la raison se les représente toutes ici comme des conditions. Elle-même inconditionnée, de la possibilité d'un être pensant. L'âme reconnaît donc en elle-même 1. L'unité inconditionnée de la relation, c'est-à-dire elle-même, non comme inhérente, mais comme subsistante. 2. L'unité inconditionnée de la qualité, c'est-à-dire non comme un tout réel mais comme simple. 3. L'unité inconditionnée dans la pluralité du temps, c'est-à-dire non pas numériquement diverse selon des temps différents, mais comme un seul et même sujet. 4. L'unité inconditionnée de l'existence dans l'espace, c'est-à-dire non pas comme la conscience de plusieurs choses en dehors d'elle, mais seulement de l'existence d'elle-même et des autres choses simplement comme de ses représentations. La raison est le pouvoir des principes. Les affirmations de la psychologie pure ne contiennent pas de prédicats empiriques de l'âme, mais des prédicats qui, s'ils se présentent effectivement, doivent déterminer l'objet en lui-même, indépendamment de l'expérience, donc par l'intermédiaire de la simple raison. Elles devraient donc se fonder tout au moins sur des principes et des concepts universels de nature pensante en général. Au lieu de quoi il se trouve que c'est la représentation singulière, je suis, qui les régit toutes, laquelle représentation, par le fait même qu'elle exprime, de manière indéterminée, la formule pure de toute mon expérience, se donne pour une proposition universelle valant pour tous les êtres pensants et, comme toutefois elle est individuelle à tous égards, porte sur elle l'apparence d'une unité absolue des conditions de la pensée en général et par là s'étend au-delà du domaine où peut aller l'expérience possible. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.